le Président de la Conférence des bâtonniers, merci d'abord de m'avoir invité et merci de me donner la parole. Madame la garde des Sceaux, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les bâtonnières et les bâtonniers, les avocates et les avocats, et je voudrais tout particulièrement m'adresser d'un seul mot et d'un seul signe à Marjane Gahem, la bâtonnière de Mayotte, qui est ici présente, je le sais, et qui est, parce qu'elle fait ce que son serment lui demande de faire, est menacée. Menacée de mort. Et je voudrais donc simplement, peut-être, on pourrait le faire tous ensemble, lui dédier ce discours et cette matinée. C'est vrai que le défenseur des droits en ce moment, voit beaucoup les défenseurs que sont les avocats. En 2 semaines, j'aurais eu l'honneur d'être invité à parrainer la nouvelle promotion de l'école de formation du barreau de Paris et donc à donner mon point de vue aux jeunes qui vont devenir avocates et avocats. Et maintenant, à discourir devant les plus chevronnés, les plus qualifiés, les plus responsables des avocats, et d'ailleurs pour les plus nombreux, en dehors de la région capitale. Ainsi puis-je m'adresser successivement aux espoirs, aux porteurs d'espoir d'un engagement professionnel et à l'expérience de celles et de ceux qui, à la tête des ordres, représentent et régissent la profession. C'est une grande chance pour moi et je vous en remercie. Devant les uns comme devant les autres, je veux prendre à témoin non votre exercice professionnel, mais votre vocation et votre place dans la cité, dans la démocratie, dans la garantie des droits. Et d'avance, je sais, vous l'avez dit, Monsieur le Président, que ce dont je vais parler constitue cause commune pour nous. Mais je vais le dire aussi, pas seulement pour nous, pour vous aussi, cher Nicole Belloubet. J'en suis intimement persuadé, et je le crois. Le défenseur des droits a pour mission l'accès aux droits, l'égalité dans l'accès aux droits, ce qui passe dans notre République par l'égal accès de toutes et de tous au service public. Depuis que j'exerce mes fonctions, depuis bientôt 5 ans, je mesure aux dizaines de milliers de réclamations que je traite combien le service public recule et combien l'effectivité des droits fondamentaux s'en trouve réduite. La société française n'a pas, pour le sismographe de la demande sociale que je suis, commencé à revendiquer la justice et l'égalité le 17 novembre dernier. La fracture territoriale, les ruptures d'égalité devant le service public, les discriminations dans l'accès aux prestations, les réponses insuffisantes à la désertification, telles que les maisons de service au public, initiative excellente mais limitée en efficacité, ce sont les constats que les 500 délégués territoriaux du Défenseur des droits relèvent jour après jour. Il y a quelques jours, j'ai exposé, sans être contredit, bien au contraire, les risques d'inégalité devant le service public que fait courir une dématérialisation en marche forcée des formalités administratives, sociales et demain judiciaires. C'est la raison d'être du service public que d'être accessible à tous et à toutes. Alors les services publics
garantissent un accès égal à de nombreux droits fondamentaux, civils, économiques, sociaux, le droit à la santé, au logement, à l'éducation, à l'hébergement d'urgence, à la justice. Ils assurent aussi, les services publics, une fonction de redistribution des richesses et des biens en faveur de groupes sociaux, de familles, de personnes, mais aussi de territoires. Alors, la question qu'on se pose et que je vais poser, le service public de la justice va-t-il échapper à cette sorte d'évanescence des services publics? Je le souhaite ardemment, mais je crains que non. Pourtant, le droit au juge est un des droits de l'homme institués il y a 230 ans. Les objectifs de la loi de programmation et de réforme, efficacité, mérite, simplification, vous venez de le dire, Monsieur le Président, sont unanimement partagés. Mais cette loi comporte bien des mesures qui seront autant d'obstacles potentiels à l'accès aux juges ou de mise en cause des droits de la défense. Et après la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, conclue avant-hier, le 23 janvier, le texte est devenu quasiment définitif et l'on peut donc avoir une vision détaillée de ses éventuelles conséquences. Je voudrais y consacrer quelques minutes. D'abord, la suppression des tribunaux d'instance. Elle est actée. Et nous l'avons, nous, le défenseur, comme vous, déploré. Mais il faut noter que la discussion intervenue depuis le projet de loi original a porté ses fruits, puisque, désormais, un juge du contentieux de la protection, nommé par décret du président de la République, après avis du CSM, exercera la mission du juge des tutelles et traitera le contentieux de l'instance. Et c'est là, naturellement, une garantie essentielle pour ceux qui s'adressent à la justice, pour les petites causes de la vie quotidienne, qui sont pour eux les plus grands problèmes et les problèmes les plus insolubles, et dont ils demandent aux juges de leur trouver la solution, de leur donner la porte de sortie. Cependant, il faut déplorer que la loi maintienne la spécialisation d'un seul tribunal par département ou la possibilité de tribunaux sans juge d'instruction et sans juge d'application des peines. Point de vigilance très important pour nous aussi, la possibilité pour le greffe du Conseil de prud'homme d'être assuré par le greffier du tribunal judiciaire, au mépris du caractère propre de la juridiction du contrat de travail. La loi nouvelle, donc, ne constitue pas un exercice de carte judiciaire à proprement parler, comme on a pu en connaître, mais entraînera une rétraction certaine du service public de la justice. Il en sera ainsi chaque fois que l'on pourra se passer d'un juge. Et la loi nous en donne quelques exemples. Le règlement sans audience des litiges inférieurs à un certain montant, même si une partie la demande. Le juge peut désormais refuser une audience, y compris pour l'opposition aux injonctions de payer. Or, le règlement communautaire de 2007 le permet, mais à la condition que l'audience soit manifestement inutile, ce que l'Assemblée nationale a refusé d'ajouter, alors que j'avais proposé que cet adverbe soit introduit dans le texte. Le règlement européen, en outre, exclut les injonctions de payer. Et j'ajoute que rien n'est prévu, contrairement à mes avis, pour la traduction et l'interprétariat, ni pour l'accessibilité aux personnes porteuses de handicap. La juridiction nationale du traitement dématérialisé des injonctions de payer. L'Assemblée nationale a très heureusement, je salue la présidente de la commission des lois qui est devant moi, Yael,
ainsi que Laetitia Avia aussi. L'Assemblée nationale a introduit deux exceptions au caractère obligatoire de la nouvelle procédure en ligne. Sont autorisées à adresser leurs demandes sur papier les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire, et d'autre part, des personnes agissant au titre de la procédure européenne d'injonction de payer. Mais les oppositions aux ordonnances d'injonction de payer tendant exclusivement à l'obtention de délais de paiement continueront, dans le nouveau texte, à être traitées sans audience. La voie papier se fera donc rare, car elle ne sera pas, contrairement à mes recommandations, une alternative en toute hypothèse. Autre sujet de préoccupation, le dépôt de plainte en ligne et l'action civile. Là-dessus, les dernières discussions ont marqué un progrès. La plainte par voie électronique ne peut plus être imposée à la victime. Et en outre, les associations d'aide aux victimes pourront aussi être agréées. Sujet très difficile, la visioconférence pour le débat sur la détention provisoire. La personne concernée pourra désormais s'y opposer pour le placement, mais pas pour la prolongation. Et on ne pourra, de manière générale, y recourir pour les mineurs. Le règlement alternatif des différends. Alors d'abord, je souligne le mot alternatif, parce que l'Assemblée nationale a donc changé la dénomination. On ne parle plus d'amiable, on dit alternatif. Quoi qu'il en soit, la question de l'accès au juge et des garanties que le juge offre reste posée par le développement de la conciliation et de la médiation. Et c'est un sujet d'ailleurs qui, pour le défenseur des droits, dont je rappelle qu'une des 4 sources, c'est le médiateur de la République, existant depuis 1973, cette question du développement de la médiation, de la conciliation, de toutes les formes de règlements alternatifs ou préventifs, et depuis la loi Urvoas en particulier, ou les textes plus récemment adoptés sur les relations entre l'administration et les administrés, et ce texte lui-même, pose une vraie question. Et je pense qu'il faudrait qu'il en soit discuté de manière plus globale que ça n'a été fait jusqu'à maintenant, car sinon, on a le sentiment que toutes ces formules qui ont leur mérite social et leur mérite juridique, ne sont utilisées en réalité que des moyens, comme des moyens, en quelque sorte des expédients, pour faire en sorte que la justice soit moins chargée. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la bonne conception. Je pense que nous pouvons parfaitement, aujourd'hui, dans un état juridique et juridictionnel très avancé, nous pouvons développer toutes ces formules, mais il faut le faire de manière totalement cohérente. Et ce n'est pas parce qu'on qualifiera d'institutionnel, comme ça a été fait dans la loi Urvoas, une médiation, que pour autant elle apportera ce qu'elle doit apporter. Donc je crois que ça vaut la peine qu'entre la chancellerie, les ministères sociaux en particulier, les grands organismes de protection sociale, les avocats, les magistrats, on discute de cette question. C'est une parenthèse globale à propos de ce qui est écrit dans la loi sur le règlement alternatif des différends. Mais il y a aussi dans le texte des insuffisances. Les plateformes numériques ne seront pas obligatoirement certifiées. Et le dernier texte a même supprimé, et je me demande pourquoi, mais il y a peut-être une réponse, les exigences, je cite, d'impartialité, d'indépendance, de compétence et de diligence de ces plateformes. Alors, je ne sais pas.
Non, non, mais... Moi, mon sentiment, c'est que ces mots ne veulent pas ne rien dire, mais peut-être que... On verra. Autre sujet, l'extension de la représentation obligatoire a été atténuée. Ainsi ne sera-t-elle pas étendue en appel pour le contentieux social. Et ceci sur un amendement d'ailleurs d'un député qui vient de ce matin de devenir ministre chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet. Nous avons aussi, bien entendu, et Monsieur le bâtonnier, vous y avez fait un sort, Monsieur le Président, l'expérimentation de la révision de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qui sera donc, à titre expérimental, déjudiciarisée et confiée aux organismes débiteurs des prestations sociales. Lors de la dernière lecture à l'Assemblée nationale, elle a été élargie. Mais cependant, la résidence de l'enfant sera désormais prise en compte. Mais contrairement à ce que j'avais souhaité, pas la notion d'évolution des besoins de l'enfant, qui pourtant m'apparaissait comme un critère susceptible de limiter le caractère discrétionnaire de la décision des opérateurs sociaux. La suppression de la tentative de conciliation obligatoire dans la procédure de divorce. Vous savez ce que le défenseur des droits a dit il y a déjà 3 ans sur la nouvelle loi sur le consentement mutuel. Et simplement, je continue à me soucier de la prise en compte des droits des enfants et à demander aussi, Madame le garde des Sceaux, une véritable évaluation de la mise en œuvre de la loi de 2016. D'autant plus que la loi nouvelle va étendre la convention notariée à la séparation de corps. Je terminerai cette revue par une note positive. La réforme de la protection des majeurs incapables. Au début de la discussion, au moment où le projet a commencé à être discuté, sur amendement du gouvernement, conformément au rapport que nous avions fait en 2017 sur ce sujet, et dès la publication du rapport de Madame Caron-Déglise, le Parlement a voté la suppression de l'autorisation judiciaire pour le mariage et le PACS, pour le divorce accepté, mais aussi en matière médicale, a prévu une évaluation de la situation sociale et économique, une évaluation pluridisciplinaire de la personne, ainsi qu'une évaluation de son autonomie, et symbole majeur, supprimer l'article 5 du Code électoral et instaurer le vote par procuration. Nous nous rapprochons ainsi des exigences de la Convention internationale des droits des personnes handicapées en termes de respect des droits fondamentaux. Et je crois qu'il y a encore un certain nombre, naturellement, de choses à faire dans une réforme encore plus globale des droits des majeurs incapables, mais je pense que nous avons là franchi une étape déjà déterminante. À l'issue de cette revue, ce que je veux dire, c'est que je ne peux que confirmer les alarmes que j'ai émises quant aux difficultés que beaucoup de justiciables, en particulier les plus vulnérables, éprouveront désormais pour trouver effectivement leur juge. Les avocats et leurs ordres, au-delà de leur métier de défenseur, devront jouer, dans ces circonstances, un rôle de facilitateur, d'accompagnant de ces justiciables en difficulté, notamment à travers les conseils départementaux de l'accès au droit, dont je pense que le rôle ira croissant, mais auquel, Madame la garde des Sceaux, il faudra donc donner les moyens de pouvoir assumer ce rôle élargi. Je voudrais aussi dire que dans l'office qui est le mien, j'ai constamment dénoncé l'érosion des droits fondamentaux, en particulier des droits de la défense. Et je voudrais maintenant faire le point en prenant peut-être une perspective un peu historique. En 1986, j'étais président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. La loi antiterroriste
la première, a fondé une procédure, une organisation judiciaire centralisée et une procédure spécialisée, mais respectueuse des principes de la procédure pénale française. En 1996, par exemple, le délit d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste a été mis en place et il permettra d'incriminer les mouvances et les soutiens. Nous avons donc une perspective dans laquelle nous avons, en France, établi un droit de la lutte contre le terrorisme qui se voulait respectueux des principes généraux et des garde-fous de notre procédure pénale. À partir de la terrifiante affaire Mera, les législations sécuritaires vont au contraire s'empiler année après année. La loi de 2014 étendant l'incrimination de l'apologie du terrorisme, la loi de 2015 légalisant les interventions du renseignement, puis les 6 lois relatives à l'état d'urgence à partir du massacre du Bataclan le 13 novembre 2015. Et enfin, la loi SILT du 30 octobre 2017 qui met fin à l'état d'urgence et propose de donner, c'est le gouvernement qui l'a dit, autant de moyens à la prévention du terrorisme en inscrivant dans le droit commun les périmètres de protection, la fermeture des lieux de culte, le contrôle administratif et de surveillance et les visites domiciliaires et les saisies, excusez du peu. Le Parlement, cependant, saisi d'un doute, a prévu de s'interroger sur la pérennité de ce dispositif en 2020, comme si la loi reconnaissait elle-même qu'elle reste d'exception et temporaire, et que donc nous sommes dans une nouvelle forme, d'une certaine façon, de l'état d'urgence, intermédiaire entre l'état d'urgence proclamé et le droit commun transformé. Et le rapport d'Aubresse, du nom du sénateur qu'il a présenté il y a quelques jours, la semaine dernière, vient de montrer que la première année d'application de la loi SILT est loin d'être concluante. Et la loi, celle dont on parlait tout à l'heure, de programmation et de réforme de la justice, n'a pas interrompu ce mouvement de mise en cause de l'équilibre entre les exigences légitimes de la sécurité et la garantie du respect des libertés fondamentales. Elle le prolonge. Je me contenterai ici de répéter les mises en garde que j'ai énoncées depuis des mois, comme les barreaux l'ont eux-mêmes fait. L'article 27, qui permet au procureur sans autorisation et sans contrôle de procéder à des interceptions pour toutes les infractions punies de 3 ans. Le Sénat avait voulu 5 ans, on est revenu à 3 ans. Pour une durée de 15 jours, en présence de délinquance organisée, 8 jours seulement pour les autres cas. Je continue à interroger la conventionnalité de ces mesures intrusives. Les techniques spéciales d'enquête peuvent être étendues aux informations criminelles de droit commun, y compris pour celles relevant du Code de la santé et du Code de la consommation. De même, l'enquête sous pseudonyme est uniformisée et la décision de l'autoriser pourra être prise par le procureur ou le juge d'instruction par, je cite, entre guillemets, tout moyen, et non pas seulement par écrit. Nos inquiétudes demeurent donc ce qu'elles étaient à l'origine. En revanche, le texte finalisé se révèle meilleur quant à la constitution de partie civile
la victime ne devra attendre que 3 mois après le dépôt de sa plainte et non pas 6 mois, sauf si le procureur de la République demande à un juge d'instruction un délai supplémentaire de 3 mois. Et je n'aurai garde, naturellement, de passer sous silence l'amendement du gouvernement qui délègue à des ordonnances une réforme de la justice des mineurs, dont les termes mêmes de l'habilitation dans la loi marquent exclusivement un souci de pénalisation et n'évoquent pas le primat éducatif. Nous participerons, bien entendu, puisque je suis aussi le défenseur des enfants, aux consultations que la ministre de la Justice va engager à ce sujet, ainsi qu'aux travaux des députés qui ont constitué un groupe d'études dédié aux droits de l'enfance et à la protection de la jeunesse. Au total, si je veux revenir sur cette histoire ancienne ou récente, la multiplication des incriminations visant des actes préparatoires et l'affirmation de nouvelles finalités préventives de la loi pénale ont contribué à brouiller la distinction entre police administrative tournée vers la prévention et police judiciaire destinée à la répression. Un droit pénal spécifique est en train de s'installer dans le Code de sécurité intérieure, à côté et au-delà du Code pénal et du Code de procédure pénale. En quelque sorte, cette logique sécuritaire s'est diffusée par capillarité dans plusieurs branches du droit et amorcée pour faire face à une situation d'exception, elle a contribué à poser les bases d'un nouvel ordre juridique fondé, je l'ai dit dès le début de 2016, sur la suspicion, au sein duquel les droits et les libertés fondamentaux connaissent une certaine forme d'affaissement et de relativisation. Comme dit la sagesse populaire, il n'y a que le premier accroc qui coûte. Va-t-on continuer à effilocher l'état de droit? Eh bien, oui. Eh bien oui. Pas plus tard que cette semaine, loin d'avoir été, selon la presse, détricotée, la proposition de loi sénatoriale sur l'encadrement des manifestations me paraît être sortie de la commission des lois de l'Assemblée assez largement inchangée. Le ministre de l'Intérieur reproposera une nouvelle formulation des fouilles à l'article 1er, qui a été disjoint. Je crains fort que, s'agissant de celui qui est demandeur de ces mesures, il accepte de prendre la position de certains députés qui ne les avaient pas trouvées admissibles. L'interdiction administrative de manifester a été confirmée. Simplement, la liste des interdits ne figurera pas dans un fichier existant, dans un fichier spécial, mais elle sera dans un fichier existant. La cagoule devient, comme prévu, délictueuse. Il y a dans ce texte beaucoup d'atteintes potentielles à la liberté d'aller et de venir, à la liberté de manifester, à la liberté d'opinion et d'expression, avec une négligence affirmée de l'exigence essentielle de proportionnalité. Les positions que j'ai prises sur ce texte, comme sur l'usage des armes de force intermédiaire, ne sont pas de circonstance, contrairement à cette proposition de loi. Le défenseur des droits, Dominique Baudis,
dès 2012, et moi ensuite, nous avons constamment appelé à reconsidérer la doctrine et les moyens du maintien de l'ordre. En dernier lieu, dans le rapport que j'ai remis à sa demande au président de l'Assemblée nationale le 10 janvier 2018, il y a un an. Ce rapport posait les questions qui font polémique en ce moment. Quelles étaient mes principales recommandations il y a un an, pas il y a 15 jours? Je pense qu'il faut mettre en place une nouvelle doctrine de l'accompagnement des manifestations, plutôt que de se laisser aller à une volonté d'affrontement. C'est toute la différence que, aujourd'hui, on a tendance à effacer entre le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre. Nos lois et nos forces de sécurité sont faites pour le maintien de l'ordre. Et ceci passe aussi par la communication avant et pendant les manifestations. Un point très important qui a déjà été souligné depuis plusieurs années par les rapports parlementaires, le maintien de l'ordre doit être confié à des unités dédiées et formées pour cela. Et le moins possible doit faire intervenir des policiers qui sont spécialisés dans d'autres missions individuelles. Il faut, comme je l'ai dit, et comme le défenseur des droits l'a dit dès 2013, suspendre de la dotation des forces en opération de maintien de l'ordre, je dis bien en opération de maintien de l'ordre, les armes de force intermédiaire qui mettent en cause le droit fondamental à l'intégrité par leur dangerosité. Il faut, de manière générale, que l'on réfléchisse à mettre en œuvre une nouvelle doctrine de désescalade, comme cela a été fait dans un certain nombre de pays, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou d'autres. Pourquoi ne veut-on pas sur ces sujets se mettre autour de la table et discuter de tout cela à froid et dans le respect des positions de chacun? Je pense que le sujet en vaut la peine, pas seulement dans les circonstances actuelles, mais de manière générale. La liberté de manifester est une liberté fondamentale, essentielle. L'ordre public n'est pas moins exigeant. Essayons de les concilier au lieu de sans cesse les faire s'opposer par la vindicte et la caricature. Pour finir, monsieur le bâtonnier m'avait invité d'un mot. Je vais quand même demander si, enfin, la querelle des box vitrées va prendre fin. J'ai affirmé, comme vous, les droits de la défense, le principe de la présomption d'innocence. Votre émotion et ces questions de droits fondamentaux étaient légitimes. La ministre et beaucoup de chefs de juridiction, et je veux saluer en particulier le président du tribunal de Paris, qui s'est personnellement beaucoup engagé au moment où le nouveau tribunal de la porte de Clichy a été mis en place. La ministre a établi, me semble-t-il, une doctrine que je peux admettre du point de vue des droits fondamentaux, combinée avec le point de vue indispensable de la sécurité de tous et de toutes dans les palais de justice. La fermeture du box n'est plus ni obligatoire ni systématique. Le chef de juridiction en décide
à la demande du juge de l'audience et en concertation avec le barreau concerné. Je pense que si cette position est effectivement la doctrine établie et celle que l'on va mettre en œuvre dans les 160 barreaux et dans les 160 tribunaux judiciaires, puisque maintenant ils s'appelleront judiciaires et non plus de grande instance, je pense que effectivement, mon souhait sera exaucé, la querelle des box vitrées sera enfin terminée et bien terminée. Je le souhaite vivement. En tout cas, je voudrais conclure en m'interrogeant sur pourquoi il est difficile d'introduire la raison dans les questions qui concernent le droit, la justice, c'est-à-dire la sécurité, la liberté, et ce que les constituants et la Déclaration des droits ont appelé la sûreté, dont je rappelle qu'elle n'est pas ce qu'on pense aujourd'hui. Elle est d'abord le droit de ne pas subir l'oppression et d'être en sûreté, c'est-à-dire ne pas être victime des rapports de force, être protégé par la loi. Ce que je veux dire, c'est que dans toute cette évolution qui a été marquée par la dernière période des attentats terroristes, je comprends parfaitement l'émotion. Je dirais même que je partage la peur des crimes, des attentats. Et Strasbourg vient de nous réunir de nouveau dans la compassion et la solidarité. Mais il faut sans relâche expliquer que nous ne vaincrons pas nos peurs, que nous ne lutterons pas victorieusement contre les assassins fanatiques, en compromettant nos libertés, nos principes démocratiques, notre état de droit. Car c'est cela qu'ils veulent obtenir par la terreur, la fin de la démocratie, la mort du droit. Depuis des années, dans les médias, au Parlement, au gouvernement, chez les politiques en général, la réponse sécuritaire s'est faite réflexe, sans égard pour les libertés fondamentales, en particulier les droits de la défense. Nous devons sortir de ces positions et de ces décisions irrationnelles. Nous devons, et vous êtes au premier rang, développer la pédagogie du droit, le rôle irremplaçable du droit, le levier de progrès, d'égalité, de liberté, de fraternité qu'il constitue. Je l'ai dit aux élèves avocats l'autre semaine, le droit nous est aussi indispensable que l'oxygène de l'air. Or, la France, soi-disant pays de légistes, n'a pas beaucoup de culture du droit. J'appelle de nos vœux un débat populaire et serein sur l'accès à la justice, l'équilibre entre sécurité et liberté, sur le caractère absolu des droits fondamentaux qui fondent l'égale dignité de chaque personne humaine et qui sont seuls à pouvoir fonder l'égale dignité de chaque personne humaine. Je crois profondément, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Madame la Garde des Sceaux, que nous sommes ensemble des acteurs majeurs dans ce débat. Notre voix n'est pas toujours entendue. Ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas certains d'avoir, au sens vrai de ce mot, raison.
Car il n'y a pas de justice. Car il n'y a pas de justice sans réflexion, sans tolérance, sans vérité, mais aussi sans passion. Cette passion qui nous rassemble ce matin et que je continuerai à vivre avec vous toutes et vous tous. Car il y va par la justice, pour tous et pour toutes, de notre cohésion et de notre unité nationale.